Bonjour à toutes et à tous, Joris Darfin de Agora d'Azibao. Je suis formateur, facilitateur, ravi de vous présenter dans cette vidéo la question des réunions participatives. Comment faire pour que des réunions ne soient pas, comme on le voit par exemple sur ce nuage de mots, issu d'un atelier que je viens d'animer, énergivore, chronophage, ennuyante, inefficace, non productive, descendante, etc. etc. Et qu'elles soient à l'inverse, on le voit un petit peu moins sur le nuage de mots, mais qu'elle soit créative, qu'elle soit efficace, qu'elle soit indispensable peut-être, je ne sais pas, hein, ouverte, pertinente, qu'elle permette le brassage, le partage, etc. Et c'est vrai que quand on demande aux personnes qui passent beaucoup de temps en réunion aussi, parfois trop, comment elles les vivent ces réunions, on a souvent des retours qui sont assez critiques. Là, sur l'atelier d'une vingtaine de personnes avec, avec lesquelles j'étais, on voit que les réunions auxquelles les personnes participent, c'est plutôt OK. Vous voyez qu'à 77%, c'est plutôt agréable, plutôt efficace. Mais si on va un petit peu plus loin, on voit que la plupart des réunions sont, alors 35% sont efficaces. Ça veut dire qu'il y a une personne sur trois qui, dans l'atelier, disait les réunions sont efficaces. Ça veut dire qu'il y en a quand même 2 sur 3 qui n'ont pas sélectionné ce mot-là. Il y en a presque 1 sur 3 inefficaces. Agréable, c'est pas pour tout le monde non plus. Désagréable, pas pour tout le monde non plus, mais quand même, 18% de réunions désagréables, c'est beaucoup. Pas créative à 53%, ça c'est un des chiffres les plus marquants. Une réunion qui n'est pas créative, à quoi elle sert? Si c'est une réunion d'information, pourquoi faire une réunion? Donc c'est vraiment ces questions qu'on va essayer de se poser. Participatif, peu l'ont choisi, 29%. 1 sur 3, c'est déjà pas mal. Après, c'était un public un petit peu particulier. Constructive, pas beaucoup. Informative, descendante, 1 sur 3. Et donc, la question, c'est vraiment comment elles sont, vous, vos réunions, et qu'est-ce que vous voulez en faire. Les freins qui empêchent que les réunions soient efficaces, créatives, participatives, agréables, en majorité, vous voyez, ce qui apparaît, c'est des réunions pas préparées à l'avance, avec de l'animation pas adaptée et peu de marge de manœuvre réelle en réunion. Avec aussi l'inertie, le poids des habitudes et une gouvernance trop verticale. Et les principaux leviers, à l'inverse, c'est ceux qui se tenaient sur l'utilité et pas s'obliger à faire une réunion, préparer la réunion en amont, repenser l'animation et les méthodes d'animation de la réunion. Donc ça, c'est ce qui apparaît dans un atelier que je viens d'animer avec mes collègues Claudie et Marjorie notamment, où on a accueilli les gens avec, par exemple, la possibilité de dire dans quel coin de la France ils étaient. On leur a proposé de se présenter en ligne sur un document contributif coopératif numérique avec donc Framascalc qui vient de l'association Framasoft. Les personnes disent leur prénom, un truc perso, le boulot en quelques mots, pourquoi elles se sont connectées à cet atelier. Donc même avant une réunion ou au début d'une réunion, que ce soit en visio ou en présentiel, ça peut être intéressant de faire s'exprimer les personnes sur comment elles vont, c'est quoi qui les intéresse dans la réunion, etc., etc. Puis de briser la glace pour construire, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, les conditions de la réunion. Et donc voilà, sur cet atelier que j'ai fait, qui est encore en train d'être fait, il y a Claudie et Marjorie, vous voyez, qui sont en train d'animer sur Klaxoon avec un groupe d'une dizaine de personnes à chaque fois, de manière participative, créative, une réunion pour simuler ici une réunion pour repenser le process d'accueil d'une nouvelle personne dans l'équipe, et puis une réunion ici pour organiser un grand événement festif dans l'entreprise. Ils sont en train de voir en fait les freins, les leviers, les méthodes qui permettent d'animer de manière participative les réunions. Et du coup, moi, j'ai écrit un document en 8 clés, bon 9, la neuvième c'est de la pub, mais pour repenser les réunions. Et du coup, la première clé, ce serait de casser le mythe de la réunion incontournable et d'envisager plutôt la réunion comme une option parmi d'autres dans une stratégie plus globale. Et si réunion, se poser les questions pourquoi, quoi, comment, quand, qui, pour qui et où. On n'est pas obligé de faire des réunions, on est tous là, on peut commencer avec tous et toutes là pendant une demi-heure et puis ensuite dire pour le sujet suivant, vous vous sentez concerné, vous restez, vous vous sentez pas concerné, vous partez. On peut alterner des réunions assises et des réunions debout. On peut avoir un tableau d'affichage où on note toute l'information et 2 fois par semaine pendant 10 minutes, se retrouver tous et toutes devant le tableau d'affichage pour échanger avec un café dans la main sur les informations et extraire les réunions assises des réunions assises, tout ce qui est la partie information. On en reparlera tout à l'heure. Envisager, pourquoi pas, que les personnes s'identifient elles-mêmes comme ressources pour la réunion et que si elles ne viennent pas, ce soit de leur propre responsabilité, de se poser la question qui anime, quels sont les rôles en réunion, etc., etc. Donc ça, c'est la première clé déjà, avant de faire une réunion, posons-nous la question, est-ce qu'il faut la faire? Et si on la fait, avec qui, quand, comment, etc. La deuxième clé, c'est de construire les conditions de la participation. La participation, elle ne se décrète pas. On ne peut pas dire, toi, vas-y, participe, toi, vas-y, crée. C'est important de construire les conditions de la participation.
Et donc, par exemple, de permettre aux personnes, au début d'une réunion, de dire qui elles sont, comment elles vont, c'est quoi leurs attentes. Si une personne n'a pas parlé dans une réunion, n'a pas contribué à l'écrit, n'a pas contribué en petit groupe ou quoi, au bout de 5-10 minutes, c'est d'autant plus difficile de prendre la parole, surtout si on n'est pas d'accord avec la majorité. Dans ma tête, moi, j'ai une phrase que je me rappelle toujours quand j'anime un temps de travail, c'est je parle dans la réunion, je parle, donc j'existe dans le groupe. Je parle dans le groupe, donc j'existe dans le groupe. Donc voilà, donc c'est aussi penser l'aménagement. Est-ce qu'on met des tables ou pas? Est-ce qu'on est assis, debout, etc. Qu'est-ce qu'il y a au mur? Penser l'accueil, comment est-ce qu'on accueille individuellement, dire bonjour, c'est déjà quelque chose. Inclure les gens qui arrivent en retard, sans les faire culpabiliser ou quoi, mais peut-être prendre quelques minutes pour redonner la parole à tout le monde, pour que la personne qui arrive en différé puisse avoir l'info. Moi, c'est ce que je fais quand, sur un temps collectif, les gens arrivent avec une demi-heure, une heure, même un quart d'heure de retard. Je dis, bah, bonjour, bienvenue. Pendant que vous vous installez, je vais faire un petit tour de table et chaque personne parmi vous va dire ce qu'on a fait. Martine, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, bah, on s'est dit bonjour, on a brisé la glace, puis on a instauré le tutoiement. Ok, Martin, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, bah, on a refait le point sur l'ordre du jour et on a identifié 3 points principaux qu'on allait voir aujourd'hui. Merci, Jérémy, qu'est-ce qu'on a fait? Et bref, je fais un petit tour de table, ça permet aux personnes qui sont déjà présentes de se réapproprier les contenus, de se reconnecter, de se mobiliser, et puis à la personne qui arrive en différé d'être incluse. Briser la glace, faire connaissance, donc faire exister symboliquement et techniquement chacune dans le groupe. Hein. Par exemple, quand on est en visio, vérifier que les micros fonctionnent. Identifier les biais à la participation, et ça me paraît être un point hyper important. Si on se dit tout le monde est, toutes les personnes ici sont égales entre elles, on se trompe parce que on n'a pas tous la même capacité à parler à l'oral, à participer à une réunion, à maîtriser les concepts, on n'a pas la même ancienneté, etc., etc. Il n'y a pas d'égalité dans un groupe. Par contre, on peut mettre de l'équité en s'inquiétant que on dépasse les questions de conditionnement, de domination, etc., etc. Si on fait une réunion en anglais avec quelqu'un qui ne parle pas anglais, bah, il est discriminé. Si on trouve une langue commune, on arrive à cette forme d'universalisme proportionné, en tout cas d'adaptation au groupe. Les femmes coupent moins la parole aux hommes que les hommes coupent la parole aux femmes. Les femmes parlent moins souvent en premier que les hommes parlent en premier. Et pour 10 cadres, 5 hommes, 5 femmes, qui proposent chacune une piste d'action, le taux de proposition qui devient des décisions est supérieur chez les hommes par rapport aux femmes. Pour même proposition, hein, ce sont des choses qui ont été très très souvent observées. Ça marche aussi sur des questions d'ancienneté, d'âge, de catégorie sociale, de maîtrise de la langue, etc. etc. Il existe des conditionnements, il existe des dominations, il existe des formes d'oppression, et les identifier peut permettre de les dépasser, de les contourner et du coup de mettre en place des conditions réellement équitables à la participation. Vous vous rendez compte dans votre collectivité que les catégories A donnent toujours leur avis en premier et que c'est leur proposition qu'on garde, alors que les catégories C pourraient avoir des très bonnes propositions, mais elles sont moins considérées parce qu'elles viennent des catégories C. Eh bien, faites des propositions anonymes à l'écrit par post-it. Les gens collent, vous donnent tous les post-it, vous les mélangez, vous les collez, et puis vous dites à tout le monde, allez regarder les propositions, puis mettez un petit plus sur les propositions qui vous parlent. Et vous serez étonné, moi je l'ai fait souvent, de voir que ça réduit pas mal la question des conditionnements qu'on a, qui sont socio-construits dans le groupe. Donc il y a vraiment un travail, et ça s'improvise pas, ça se décrète pas, pour construire les conditions d'une participation qui soit équitable, et qui soit consentie, et qui soit libre, etc. etc. Donc ça, c'est la clé 2. Je vous invite à lire, par exemple, le livret du pavé de la SCOP, le pavé, justement, sur la participation, avec Franck Lepage et tout. Ils ont beaucoup bossé sur la question. La clé numéro 3, c'est la créativité. Si vous dites à quelqu'un, bah, vas-y, crée, c'est une injonction un peu paradoxale. Vous le mettez dans une pression qui ne permet pas de créer. Donc, il y a vraiment se libérer des conditionnements et des freins au changement et accompagner le développement de la créativité. Il y a une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous mets le lien ici. Vous pouvez la retrouver si vous tapez dans un moteur de recherche vidéo zone de confort, zone de développement personnel, zone de développement, etc. Vous tomberez dessus, qui est très intéressant et qui dit qu'on a tous une zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'elle est agréable, hein, ça peut être confortable de toujours se dire oh là là, le problème c'est que. Et au-delà de cette zone de confort, on a une zone de créativité où on s'autorise, où on est accompagné à, au-delà de sa zone de confort, tester. Alors, il faut être dans un espace sécurisé pour avoir le droit de tâtonner, d'expérimenter, de se planter, de se relever, etc., etc. Quand on se plante, on pousse. Donc, si on est dans un environnement fertile qui nous autorise à nous planter, on peut avancer individuellement et collectivement. Il ne faut pas non plus emmener les gens en zone de panique.
Si avec un groupe qui a jamais bossé comme ça, vous leur dites, bon, bah là, vous allez me danser votre organigramme et me danser l'organigramme de demain, là, vous les mettez en zone de panique. Par contre, si vous leur dites, voilà des Lego, voilà tout un tas de petits trucs de Lego sur votre table, modélisez-moi votre organisation. Tout le monde a joué avec des Lego, vous me les mettez par petits groupes, ils sont sécurisés par le fait que tout le monde ne les regarde pas et que tout le monde fait dans son coin et que tout le monde fait la même chose, et ils modélisent leur organigramme. Puis vous leur dites, bah, maintenant, à partir de cette modélisation, expliquez-moi ce qui va et ce qui ne va pas. Bah là, par cette stratégie du détour, en passant par le dessin, par la pédagogie de scénario, par la modélisation en Lego, etc., etc., on va se libérer de nos carcans, de nos manières de voir les choses qui sont un peu fermées des fois, et aller sur une démarche de créativité. La créativité, c'est quoi? C'est identifier c'est quoi la question, quelle est la question, la problématique, et puis y apporter des réponses nouvelles. Mais pour vraiment se poser la bonne question et apporter des réponses nouvelles, il y a donc tout un tas de stratégies, de méthodologies, d'outils qui permettent de faire cet accompagnement-là. Je fais sur chacune des clés des formations qui peuvent durer une journée, 2 jours, 3 jours, hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour vous faire découvrir les grandes notions, les grandes idées. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vous former avec moi, avec d'autres, ou aller plus loin en vous documentant. On peut organiser une formation sur mesure. La clé numéro 4, c'est l'animation participative. Animer de manière participative en étant clair sur les niveaux de participation et en alternant les modes et niveaux de participation. Il n'y a rien de pire, je trouve, qu'une réunion où on n'est pas très bien sûr de ce dont on est en train de parler, de quoi on est en train ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train d'être informé? Est-ce qu'on est en train de réfléchir, d'amender une décision? Est-ce qu'on est en train de prendre une décision? Vous savez, ces espèces de réunions où c'est un peu fourre-tout et où on ressort en se disant je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne suis pas très sûr qu'on ait pris une décision, et si on en a pris, je ne l'ai pas vu et je ne sais pas comment on l'applique. Il faut être clair, les niveaux de participation, vous pouvez regarder l'échelle d'art ou d'autres échelles. Euh, c'est quoi par exemple? C'est je suis informé, voire je suis non informé. On ne dit pas ce qui se passe dans les projets, tout passe en silo, c'est obscur, voire même j'ai de la désinformation, enfin bref, de la manipulation, etc. Ça, c'est la non-information. Il y a l'information, on me dit ce qui est de manière factuelle, puis on ne me demande pas mon avis. Il y a la consultation, où on me demande mon avis, mais bon, on n'est pas obligé d'en tenir compte et on n'est même pas obligé de se justifier. Il y a la concertation, où on me demande mon avis, argumenter, tout ça, puis les personnes en face qui arbitrent doivent quand même essayer de tenir compte de mon avis, ou en tout cas justifier pourquoi ils en ont tenu compte ou pas tenu compte. Il y a un niveau de co-construction, où là, on rentre sur de la négociation, on construit ensemble, tu ne peux pas faire sans mon avis. Et là, on va être sur des méthodes de co-construction par technique de Delft, par gestion par consentement, etc., etc. On va être sur de la codécision. On prend de la décision à plusieurs, aussi avec de la gestion par consentement, de la bague d'oreiller, de l'élection sans candidat, de l'arbitrage avec des post-it, du vote, pourquoi pas à la majorité. Il y a tout un tas de manières de prendre des décisions ensemble qui ne soient pas forcément du vote. Et donc, si on est clair avec les gens sur le moment où on travaille, quel est leur niveau de participation, bah, c'est satisfaisant, c'est rassurant pour tout le monde. Et si vous leur dites, là j'ai un truc, je vous informe pendant 10 minutes, c'est de l'info, vous me demandez si vous avez des questions de compréhension. Par contre, pendant 20 minutes derrière, sur la question de l'accueil des nouveaux et des nouvelles dans la structure, je veux qu'on co-construise complètement le référentiel, le process, bah, pour les personnes, c'est clair. Elles acceptent un peu mieux d'être informées pendant 10 minutes parce qu'elles savent qu'après, elles ont un niveau de contribution plus haut. C'est une approche par les besoins. Les personnes ont besoin de quoi? Elles ont besoin de contribuer, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin de transparence. Et il ne faut pas oublier ce besoin de contribution. Donc, il faut adapter le niveau de participation aux besoins des gens, puis aussi aux enjeux de la structure. Sur un enjeu qui est très fort, qui est sur une question de gouvernance partagée, on ne va pas forcément le gérer de la même manière que sur un enjeu de technique, de changement de cartouche d'encre. Changement de cartouche d'encre, c'est toi qui t'en occupes, tu es OK, tu gères ton process, tu nous informes, mais par contre, on ne va pas co-construire le process des changements des cartouches d'encre. Par contre, sur comment on prend les décisions ensemble, bah là, on va tous se mettre au clair, on va peut-être initier la réflexion avec une technique d'émergence type chapeau de Bono, World Café, brainstorming post-it, etc. On va débattre et faire une culture commune avec du débat mouvant, de la bague d'oreiller. On va faire converger avec de la technique de Delphes ou des choses comme ça, de la reformulation. On va décider ensemble par gestion par consentement. On n'a pas le même investissement dans le collectif selon le niveau d'enjeu. Donc l'animation participative, bah, elle permet ça, elle permet d'alterner les modes de participation, écrit, oral, en dansant, en chantant, que sais-je,
les niveaux de participation, tous ceux que je vous ai décrits, et c'est intéressant, je trouve, d'alterner entre les modes et les niveaux de participation pour que chacune y retrouve son compte. Si vous faites un truc qui passe que par l'artistique, il y en a qui vont être à l'aise et d'autres pas à l'aise. Si à un moment on passe par l'artistique pour un groupe et par exemple pour dessiner de manière très créative et imaginative et abstraite l'organigramme, et puis un autre groupe qui est vraiment sur un truc analyse SWOT de notre organigramme et du projet d'organigramme, bah là, les différentes personnes qui ont toutes des manières de réfléchir et de penser et de travailler différemment peuvent plus s'y retrouver. Et on met un peu plus d'équité dans la participation et la création. Donc voilà. Donc pour revenir sur un petit peu en arrière, clé numéro 1, casser le mythe de la réunion incontournable, réfléchir à comment on fait la réunion. Clé numéro 2, construire les conditions de la participation. Clé numéro 3, j'espère que ça ne vous donne pas le mal de mer, créativité. Et l'accompagner, bien sûr. Clé numéro 4, animation participative. Clé numéro 5, vous n'êtes pas tout seul et toute seule. Si vous faites tout, prévoir la réunion, la présider, l'animer, être garant du temps, prendre des notes, prendre le relevé de décision, être en veille de la participation et de l'intérêt des personnes à la réunion, conclure, etc. C'est beaucoup trop de rôles. Il peut y avoir un directeur ou une directrice d'une structure qui n'anime pas la réunion de direction. C'est possible. On peut déléguer, on peut distinguer le rôle d'animation participative et puis le rôle de présidence qui dit bah non, là c'est sur tel ordre du jour qu'on travaille et pas un autre, j'arbitre comme ça, il faut prendre une décision, etc., etc. Ça peut être deux choses différentes. Et je vous incite à regarder un bouquin qui s'appelle Survivre aux réunions, qui parle notamment de toutes ces délégations qu'on peut avoir en réunion. Mais notamment, je vous incite à avoir quelqu'un qui prend des notes, et peut-être deux personnes de manière participative sur un pad en ligne, par exemple, même si on est en présentiel, il peut y avoir deux ordis, sur le même document en ligne en même temps. Ça, ce serait très efficace. En plus, on peut passer l'ordi à quelqu'un, à son voisin, sa voisine, quand on se met à parler, ou quand on est deux, bah, il y en a un qui prend des notes, puis quand on veut parler, bah, c'est l'autre qui prend des notes. Ça permet aussi à la fin d'une réunion d'avoir le truc directement en ligne, vous envoyez le lien à tout le monde, le compte-rendu est fait, et on n'attend pas 3 semaines pour avoir un compte-rendu avec des mails répondre à tous, avec que 12 versions du même document. Du coup, prise de notes et relevé de décision, c'est deux choses différentes. La personne qui fait le relevé de décision, elle s'inquiète qu'il y ait une phrase de décision qui soit prise, qui soit claire. Et à un moment, elle dit, attendez, là, on a bien discuté, je voudrais juste reformuler ce que j'ai noté, est-ce que tout le monde est d'accord dessus. La décision, c'est que Karine et Yamine s'occupent de mettre à jour le processus de accueil de nouvelles personnes dans l'entreprise et nous le soumettre à la prochaine réunion. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, pouce en l'air si c'est OK, moyen, pouce en bas si vous avez une objection. Vous voyez, ce recours aussi à de la communication non verbale peut permettre d'avoir une participation simultanée de toutes les personnes, comme ça se passe aussi pour la bague d'oreiller. Je ne sais pas si j'en ai sous la main, non. C'est des petits feuillets de couleur, vert, jaune, orange, bleu, et ça permet, plutôt qu'une prise de parole consécutive, ça faut en finir avec une prise de parole consécutive unique comme méthode de travail, ça permet à tout le monde en même temps de dire oui, complètement d'accord, moyen ou pas d'accord du tout. Si vous dites par exemple bon, tout le monde est d'accord, et puis qu'il y en a deux qui hochent la tête, les autres qui disent rien et qui disent bon bah c'est ok, c'est du passage en force. Il y a des personnes, elles auraient besoin de plus de temps, que vraiment vous leur demandiez si elles sont d'accord. Donc de dire sur une décision, est-ce que vous êtes complètement d'accord, moyennement d'accord mais ça passe, ou pas d'accord, vous avez une objection, il faut qu'on en reparle, bah là vous vous assurez d'avoir du consentement à minima, et vous vous assurez que tout le monde a pu parler de manière libre. C'était la clé numéro 5. Clé numéro 6, limitons la place de l'information descendante. Je ne sais pas vous, mais des réunions avec trop d'informations descendantes et pas trop de discussions réelles, de débats, d'idées, de co-construction, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'extraire au maximum l'information descendante des temps de réunion pour avoir le temps de construire collectivement. Vous voyez, là, j'ai deux images de tableaux sur Klaxoon où toutes les infos qu'on a sur des frises selon les projets, selon les groupes de travail, ben, on les met avant la réunion. Et comme ça, les gens peuvent les consulter avant la réunion. Ou alors des tableaux de Kanban faits, à faire, suivis par qui, avec des couleurs de post-it différentes selon les personnes qui sont responsables, qui sont dans l'arbitrage, vous savez, avec la méthodologie RACI par exemple, ça permet de distinguer qui fait, qui arbitre, qui est concerté, qui est informé, c'est très utile. Et du coup, on peut avoir des grands tableaux où, de manière asynchrone, c'est-à-dire pas tous en même temps, tout en même temps, on vient pour se documenter, dire où on en est, coller des post-it, mettre des coups de cœur, des coups de gueule, des questions, etc., etc. Et du coup, au début d'une réunion, ça pourrait être 10 minutes où on est debout devant le panneau d'affichage, on s'informe, ah tiens, c'est toi qui as noté ça, pourquoi, etc. Et puis ensuite, on s'assoit et on co-construit. Mais toute la partie information, on l'a extrait du temps formel de réunion.
Et ça peut être vraiment très utile. Et toute personne qui a une information à faire passer, elle en fait une petite affiche, elle la met sur un outil numérique, ou je ne sais pas comment on peut fonctionner, ça dépend des équipes, et on donne accès à cette information avant la réunion. Alors ça implique de se poser la question de l'organisation du temps de manière un peu différente. La clé numéro 7, tout ne se passe pas en réunion. On alterne entre travail synchrone et asynchrone, c'est-à-dire que de manière synchrone en visio, on peut travailler sur un document, en ligne par exemple, ou sur un affichage, ou sur un quiz, ou je ne sais pas quoi, et le document peut continuer d'exister. Et à tout moment, les gens peuvent revenir entre deux réunions et continuer de contribuer. Et c'est les outils comme Trello, Asana, etc., qui permettent d'assurer un suivi de l'information pour le collectif de manière différente que uniquement dans une réunion. Et donc ça pose la question même du schéma de communication interne. Si la communication elle se fait en silo, par groupe fermé, par mail, franchement, il faut arrêter avec ça, ça ne marche pas. La plupart des structures, des personnes sont quand même conscientes qu'il y a un souci avec le mail répondre à tous, ça a une empreinte écologique qui est trop importante, etc., etc. Mais par contre, si on ouvre un forum de discussion, des murs type gare centrale sur Plaque ou Miro, Mural, etc., etc., et que toutes les informations, les comptes rendus, les documents de travail sont accessibles, et qu'à tout moment, on peut dire, tiens, je me connecte à ce canal, ce groupe de travail m'intéresse, je vais me porter volontaire pour en faire partie parce que je suis ressource. Ah, je vois les comptes rendus, je peux contribuer. Tiens, il y a une prochaine réunion, j'y viendrai, ou j'y viendrai pas et je contribue de manière asynchrone. Telle réunion, tel groupe de travail, je vois où ils en sont. Je vais pas me mettre dans le groupe de travail. Par contre, je vais leur mettre mon document que j'avais fait sur un autre truc, ça pourra leur servir. Là, on libère la coopération dans les structures et on alterne entre travail synchrone et asynchrone. Huitième et avant-dernière clé, utilisons le pouvoir collectif nouveau qu'on a de coopérer à distance en alternant entre présentiel et distanciel. Sur une réunion en visio, en alternant grands groupes, petits groupes, en utilisant des outils coopératifs numériques, de post-it, de dessin, de modélisation, de cartes heuristiques, on peut être très efficace pour co-construire et prendre des décisions. On peut même être plus efficace et c'est quand même agréable, c'est quand même convivial en visio. Parce que si en visio, par petit groupe de travail, on fait émerger 8 hypothèses, que sur chacune de ces hypothèses, on priorise avec des gommettes, on voit les objections, etc. On en identifie 4 sur lesquelles on garde, que ces 4 hypothèses, on se remet en groupe de travail, il y a un plan d'action qui est écrit directement sur le mur en ligne, que ce plan d'action, on l'étudie avec une matrice SWOT, qu'on le valide, qu'on dit qui fait quoi avec des gommettes, des post-it, etc. Par 2 heures, on peut faire mieux qu'en 4 heures ou en une journée, parfois en présentiel, où on ne peut pas forcément tout mettre en numérique, en direct, les comptes rendus et tout ça, et où les gens sont aussi c'est normal, dans de la discussion informelle, etc. Il faut du présentiel. Pour notre santé mentale, c'est indispensable pour la qualité des relations informelles, de la construction du groupe, de la cohésion de groupe, etc., etc. Mais le temps en distanciel peut être ultra efficace sur de la co-construction, sur du débat, sur de la prise de décision, sur de la répartition des tâches, sur du suivi, et peut enclencher dans une équipe une dynamique de coopération plus importante, et puis l'apprentissage de cette alternance entre synchronicité et asynchronicité. Vous pouvez vous former, c'est la petite image en bas à droite, et je propose des formations régulières sur l'animation participative pour vos visioconférences, pour tous vos temps collectifs, que ce soit des séminaires, etc. Vous pouvez vous former individuellement ou me faire intervenir pour vos équipes. J'ai un petit module de 3 heures qui fonctionne assez bien pour débloquer les équipes et pour les lancer dans cette coopération numérique de manière vraiment efficace. J'ai formé plus de 2000 personnes, il y a un taux de satisfaction très haut et un taux de reproductibilité de de ce sur quoi je forme qui est assez haut. Ça, c'était la 8e et dernière clé. La 9e, c'est pour faire un tout petit peu de pub, pour vous dire que vous pouvez m'appeler. Je suis formateur, facilitateur. Je propose des formations à l'animation participative en visio, aux méthodes d'animation participative, gouvernance partagée, formation de facilitateur, formation de formateur et de formatrice, formation à la communication en équipe, formation au management situationnel, etc., etc. J'organise avec d'autres une journée le 9 mars 2023 sur les gouvernances partagées et vous pouvez me suivre sur LinkedIn et puis sur la page Facebook de Agora d'Azibao pour avoir toutes les infos et puis vous inscrire sur ma newsletter. Vous pouvez retrouver les liens sur Facebook ou LinkedIn ou sur mon site internet, il y a aussi pas mal d'informations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire intervenir dans vos structures, à partager cette vidéo, à liker, etc. C'est soutenant aussi. Et puis si elle vous a été particulièrement utile et que vous voulez contribuer financièrement, je mettrai dans les liens de la vidéo sur YouTube mon compte Utip. Comme ça, si vous estimez que ce tutoriel vaut le coup d'être soutenu
et que ça vaut le coup de financer mon travail de diffusion des contenus pédagogiques comme ça, vous pouvez mettre quelques euros sur le compte Utip. Et s'il y a besoin de factures, je peux les faire aussi. Je vous remercie beaucoup, à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.